Bonjour. Aujourd'hui, nous nous sommes aventurés dans les dangereux marais de la Louisiane, à la recherche d'une terrible créature. La créature des marais. Présentons d'abord le personnage. Créé en 1971 par l'auteur Len Wein et l'artiste Bernie Wrightson, sa première apparition fut dans le House of Secrets numéro 92 de juillet 1971, une anthologie d'histoires d'horreur et de mystique. Cette première apparition, un one-shot, était celle de Alex Olson, un scientifique tué dans une explosion provoquée par un rival jaloux. Mais les produits chimiques et le marais dans lequel il se retrouve enterré par l'assassin le transforment en une créature composée de plantes. Oui. Oui. Oui, voilà. Oui. Débat pendant des heures pour savoir si une idée a été volée, si on s'en est inspiré, etc., n'est vraiment pas intéressant. Même si le principe de base, l'idée de base est la même, le traitement est complètement différent. Après cette première histoire, Len Wein et Bernie Wrightson auront le droit à leur propre comic Swamp Thing, qui reprendra une histoire extrêmement similaire, mais à notre époque, et avec le personnage définitif, Alec Holland. Alec Holland est un scientifique qui travaille sur une formule biorestaurative qui pourrait faire pousser des plantes n'importe où, faire apparaître une forêt en plein désert. Il travaille dans les marais de la Louisiane avec sa femme, Linda, et ils sont protégés par l'agent d'Interpol, Matt Cable. Mais Alec, refusant de vendre sa formule à un groupe criminel appelé le Conclave, son dirigeant, Mr. E, fait exploser son laboratoire. Pris dans l'explosion, Alec se retrouve dans les marais, recouvert de produits chimiques et en feu. Les marais et sa formule se combinent pour donner naissance à Swamp Thing. Il n'ose pas revoir sa femme, mais celle-ci est attaquée et tuée. Alec est impuissant face à sa mort, mais tue ses agresseurs. Et Matt pense alors que la créature a tué le couple Holland, Alec et Linda. Plusieurs facteurs ont joué dans mon choix de parler de ce personnage. D'abord, Swamp Thing est un personnage en lien avec tout l'univers occulte du DC Universe. C'est d'ailleurs dans les pages de Swamp Thing qu'est né le célèbre personnage de John Constantine, aussi connu comme The Hellblazer. Ensuite, c'est un très bon exemple de ce que des changements profonds d'un personnage peuvent parfois donner le meilleur, sans pour autant renier le passé de ce personnage. Et enfin, une des raisons est la mort cette année de Len Wein, en septembre, et plus tôt encore en mars de Bernie Wrightson. Je vais m'intéresser à deux moments charnières, ainsi qu'à la dernière série Swamp Thing de Len Wein, qui date de 2016. Le premier point charnière est le passage de la créature de Len Wein à la créature d'Alan Moore. Pour cela, intéressons-nous d'abord à la créature de Len Wein. Swamp Thing est enlevé par les Unmen de Arcane Anton, un vieux sorcier qui a trouvé le secret de l'immortalité, mais voulait se créer un corps parfait, d'où ces Unmen. En voyant le corps de Swamp Thing, il veut s'en emparer, et Alec accepte l'espace d'un instant jusqu'à se rendre compte des noirs desseins de Arcane. Vous voulez dire que le vieillard dans son manoir lugubre, qui l'a fait enlever par des créatures provenant d'expériences génétiques et qui veut devenir immortel en s'emparant de son corps, est méchant ? On peut vraiment plus se fier à personne de nos jours. Bien qu'Anton meure, il deviendra la némésis principale de Swamp Thing. Mais Alec aura un autre lien avec la famille Arcane, Abigail Arcane. La nièce d'Anton tient une clinique dans la ville et rencontre Matt Cable qui est à la recherche de Swamp Thing. Le seul survivant du manoir est Gregory Arcane, devenu The Patchwork Man. Il s'agit du père d'Abigail, mort et ramené par Anton. Il n'a presque plus aucun souvenir, mais se raccroche désespérément au souvenir de sa fille. Évidemment, tout le monde imagine qu'il lui veut du mal, même Swamp Thing. Mais au dernier moment, il se sacrifie pour la sauver, et elle se rend alors compte que la créature n'est autre que son père. Abigail accompagnera désormais Matt. Mais sur leur chemin, l'avion s'écrase et ils sont amenés dans un nouveau manoir. Il y a d'horribles attaques aux alentours du manoir, qui sont l'œuvre d'un loup-garou. Et les gentilles personnes qui les avaient secourus sont évidemment malfaisantes.
Ils tentent de piéger des gens depuis longtemps, car le loup-garou est leur propre fils, et ils pensent pouvoir le soigner avec une transfusion complète du sang de quelqu'un d'autre. Hélas, leur fils a une conscience, et il refuse de transmettre sa malédiction à d'autres. Dans le combat qui suit contre Swamp Thing, il se sacrifie alors pour sauver sa mère et meurt en tant qu'être humain. Swamp Thing continue sa route et croise une femme accusée de sorcellerie. Il tente de la sauver du bûcher où une foule enragée veut la tuer. En réalité, les pouvoirs venaient de son frère, aux capacités mentales limitées, et qui transforme la foule en colère en tas de fleurs. Swamp Thing sera ensuite confronté à son double robotique. Il se retrouve dans un village où un juif ayant fui l'Allemagne nazie a tenté de créer une utopie à base de robots. Hélas, le conclave attaque et capture Abigail et Matt, arrivés ici par pure coïncidence. Swamp Thing revit la mort de sa femme à travers son robot, et le maire de la ville se sacrifie. En le faisant, ces robots deviennent fous de rage, et démontrent que la nature humaine, quoi qu'il arrive, est immuable. Swamp Thing poursuit le conclave à Gotham City, où la police l'attaque. Batman s'occupait aussi du conclave, mais est appelé pour arrêter Swamp Thing. Malheureusement, lui aussi suppose que c'est un monstre, et l'attaque. Finalement, Swamp Thing trouve le chef du conclave, Mr. E, mais refuse de le tuer pour conserver son humanité. Cependant, il meurt par accident. Une autre histoire intervient où il croise un homme mortellement blessé. Il amène son corps à la ville minière où un rituel horrible a apparemment été pratiqué, mais tout était un piège d'une entité se proclamant mère de la vie sur Terre, une sorte de dieu cancer, M. Nagala. Quand Swamp Thing part, la menace semble avoir survécu. Avant de conclure, Swamp Thing rencontre un alien qui a caché son vaisseau là où se trouvait son laboratoire. Cela rend Swamp Thing furieux et il l'attaque. L'alien croit avoir tué Swamp Thing lors du combat. Et quand Matt arrive avec des soldats pour capturer l'alien, encore par pure coïncidence, l'alien tue presque l'un des hommes et horrifié de son acte, il se laisse capturer par les soldats. Le capitaine du groupe veut malgré tout tuer l'alien qu'il considère comme une menace. Swamp Thing le sauve, puis intervient Matt. Cet épisode le fera réfléchir face à la haine aveugle du capitaine par rapport à la sienne contre Swamp Thing. Finalement, l'alien quitte la Terre en disant qu'il était venu par accident, mais en paix, et qu'il quitte ce monde avec de la pitié. Finalement, Anton revient en s'étant créé à un corps de Hunman. Mais pendant le combat, les esprits d'esclaves enterrés là se réveillent et démembrent Anton afin de l'enterrer. Je m'arrête ici dans cette première série car l'équipe change. Un thème est perpétuel dans ces numéros, le monstre incompris. Swamp Thing est toujours confronté à des créatures à son image, le Patchworkman, le loup-garou, l'alien et j'en passe. Et paradoxalement, Swamp Thing, lui-même confronté à cette haine aveugle de la part des autres à plusieurs reprises, fait preuve de ce même comportement envers ces créatures. Il attaque notamment l'alien sans aucune provocation, juste parce qu'il est furieux. Et paradoxalement, il fait confiance à Anton Arcane, qui est un vieillard qui dit avoir des pouvoirs magiques et avoir maîtrisé le secret de l'immortalité, qui fait des expériences génétiques et qui l'enlève. De même, Matt suppose immédiatement que Swamp Thing est coupable de l'attaque sur les Hollands. Mais quand il voit que la créature le sauve à plusieurs reprises et qu'il se reconnaît dans le capitaine voulant tuer l'alien juste pour ce qu'il voit en lui, il réfléchit sur lui-même. Plus tard dans la série, Matt et Alec sont capturés et Alec parvient à révéler qui il est à Matt, changeant ainsi complètement leur relation. Alec deviendra un ami proche de Matt et de Abby, qui d'ailleurs s'épouseront. Au final, le thème est que le monstre n'est pas toujours celui que l'on croit et que les gens normaux peuvent être plus monstrueux que la créature. Par exemple, les parents du loup-garou qui, malgré leur but louable, sauver leur fils, sont prêts à sacrifier de nombreuses vies. Mais le fils, la créature, préfère subir la malédiction et même mourir que d'accepter ces sacrifices. Les villageois qui veulent brûler la sorcière, ou même ceux qui piègent Swamp Thing face à M. Nagala. De plus, Alec ne parvient pas à parler, et plus tard dans la série, il devra employer de grands efforts pour prononcer quelques mots seulement. Ceci accentue la compréhension des autres. Il veut s'expliquer. Face à Batman, il veut se faire comprendre pour éviter la violence. Mais au final, il doit se comporter comme on s'attend à ce qu'il se comporte. Encore aujourd'hui, une grande partie de ces numéros ont échappé aux affres du temps. À la rigueur, je retirais la ville de robots et surtout les robots du conclave. Le surnaturel, ça passe bien. Mais les technologies futuristes entre les mains de gangsters... C'est un excellent run de Len Wein, parfois même poétique, l'histoire d'un homme complètement défiguré, qui veut redevenir humain aux yeux des autres, mais qui ne peut pas communiquer ses intentions. Hélas, le titre fit faillite, et DC décida d'appeler sur la série un jeune auteur qui serait libre et qui pourrait se faire les armes sur cette série étant donné son échec programmé. Vient alors Alan Moore. Alan Moore clôture l'arc en cours où le général Sunderland voulait capturer Swamp Thing. Il va complètement modifier la naissance de la créature avec Steve Bissett au dessin la plupart des numéros. Sunderland appelle Woodrow pour étudier le cadavre de Swamp Thing. Mais Woodrow découvre que Swamp Thing n'est pas Alec Holland transformé par des plantes. Il est des plantes qui se sont prises pour Alec Holland. Quand Swamp Thing se réveille et découvre cela, il devient fou de rage et après avoir tué Sunderland, tombe en léthargie totale.
Matt et Abby Cable, désormais mariés, le retrouvent dans cet état. Woodrow, aussi connu comme The Floronic Man, voit en Swamp Thing un accès à un tout autre monde. Aussi, Woodrow entre dans son esprit et se connecte à ce monde, le Green. Le Green est comme la conscience collective de toute la vie végétale sur Terre, tout comme le Red est celle de toute la vie animale. Woodrow devient complètement fou et veut dominer le monde par les plantes. Heureusement, Abby parvient à faire revenir Swamp Thing à la raison et il va confronter Woodrow. Il lui révèle que son agressivité et ses propres désirs ont entaché le Green et cela suffit à ce que Woodrow comprenne ses erreurs, même s'il perd un peu la raison. Swamp Thing a alors accepté qu'il n'est plus Alec Holland et qu'il ne l'a jamais été. Plus tard, un numéro entier sera consacré à Swamp Thing retrouvant le corps de Alec Holland pour l'enterrer proprement. De son côté, le couple Matt-Abby bat de l'aile. Matt, suite à des dommages cérébraux, n'est plus le même et a développé des pouvoirs pouvant manipuler la réalité qu'il utilise pour satisfaire ses fantasmes sexuels et s'imaginer une femme docile. Lors d'une crise de jalousie, il a un terrible accident, mais il passe un marché avec une mouche qui entre en lui. Après cela, il offre une magnifique demeure à Abby. Elle se rend rapidement compte d'un problème. En effet, tout le monde autour d'eux est mort. Mais une illusion les fait passer pour vivants et Matt Cable n'est autre que son oncle abusif, Anton Arcane. Il tue Abby et laisse son corps pour torturer Swamp Thing qui s'était rapproché d'elle. Pour vaincre Anton, Swamp Thing embrasse pleinement sa nature élémentaire. Mais finalement, c'est Matt qui parvient à reprendre le dessus et à éliminer Anton, qu'on ne reverra évidemment plus jamais. Avec ses dernières forces, Matt reconstruit le corps d'Abby, mais son âme reste en enfer où Anton l'a envoyé. Utilisant ses pouvoirs, Swamp Thing se laisse entraîner en enfer pour récupérer Abby. Il rencontre notamment Alec Holland, Phantom Stranger, Spectre et parvient à ses fins. Arrive ensuite un des plus grands arcs de Swamp Thing avec l'arrivée de Constantine, aka The Hellblazer. Une grande menace arrive et John aura besoin des pouvoirs de Swamp Thing. Réciproquement, Swamp Thing a besoin de John pour en apprendre davantage sur lui-même et sur le Green. Guidé par John et ses promesses, mais fatigué aussi par l'absence de réponse claire de ce dernier, Swamp Thing va explorer la part sombre des États-Unis. Il sera confronté par la fureur d'une femme contre la société qui l'écrase. Sa fureur vient même d'avant les États-Unis et reflète la société qui emprisonne les femmes. Mais quand elle devient un monstre, elle se contrôle et malgré sa fureur, ne tue pas son mari. Elle finit simplement par se donner la mort face à son impuissance. Ensuite, une histoire fait écho au film Gone with the Wind, Autant en emporte le vent. La phrase du film Tomorrow is another day étant citée. Un film se tourne sur une ancienne plantation pour raconter l'histoire d'amour entre un esclave et la femme de son maître. Les esclaves incapables de trouver la paix se réveillent et les esprits des vrais personnages ayant vécu cela s'emparent des acteurs. Finalement, Swamp Thing met fin à cela en brûlant la demeure des esclavagistes. Il fait face à un tueur en série qui associe chaque nombre avec une victime. Il en a tué 165 et est fasciné par leurs yeux. Durant tout le numéro, on ne voit jamais son visage, on voit à travers ses propres yeux. Et au moment de mourir face à Swamp Thing, son nom est complètement étouffé, comme si cet homme pouvait être n'importe qui. Une dernière histoire s'empare de la légende de Sarah Winchester, qui a créé une demeure folle sous les conseils de fantômes des victimes des armes Winchester. Même si le nom est changé dans ce numéro, le nom Winchester est évoqué. À la fin, l'amant éconduit qui a survécu s'achète une arme pour tuer son amour contrarié. Tout cela se déroule en plein milieu de Crisis on Infinite Earths, le premier reboot historique de DC où presque tout le multivers fut détruit. Dans cette crise, John dévoile une crise spirituelle. Un culte ancien, le Boreria, veut réveiller le mal originel qui dort depuis le début de la création. John pense que Swamp Thing est la clé et il l'envoie au Parliament of Trees où reposent tous les anciens avatars du Green comme lui. Moore en profite pour intégrer Alex Olson à la continuité, mais également faire un clin d'œil à The Heap, car l'un des Swamp Thing est un pilote mort en 1942, date d'apparition de The Heap. On peut même voir des visages relativement semblables à Man-Thing. Le Parliament est assez cryptique. Finalement, John décide d'attaquer la Boreria avec son groupe. Hélas, il est trahi et tout son groupe est tué. La traîtresse, Judith, se transforme en corbeau pour aller réveiller le mal originel. Swamp Thing détruit le culte, mais trop tard. John réunit les meilleurs experts paranormaux et envoie Swamp Thing affronter le réveil du mal. Parmi ces experts se trouvent Sargon, Dr. Occult, Zatara et Zatanna, avec qui John a eu une aventure. Pendant l'affrontement contre cette entité, Sargon mais aussi Zatara pour protéger sa fille Zatanna sont brûlés vifs par son pouvoir. L'entité absorbe ses ennemis pour les interroger sur sa propre nature. Swamp Thing entre de son plein gré et tente de répondre à ces questions sincèrement, grâce à ce qu'il a lui-même appris dans ses voyages et par le Parliament. L'entité comprend que le bien et le mal se nourrissent l'un l'autre et sont nécessaires. Sa main se tend alors vers une main qui tombe du ciel, avant de toutes deux disparaître. Dans ce run de Moore, Swamp Thing passe d'un homme incompris dans un corps de monstre à une véritable force surnaturelle d'ampleur planétaire. Il est littéralement l'avatar du Green, toute la vie végétale sur Terre. Aussi, il n'est plus confronté à de simples monstres, il est confronté à des crises mystiques de grande ampleur. Moore s'en sert aussi pour interroger les États-Unis,
mais il n'est jamais dans l'accusation gratuite. La femme loup-garou est victime d'une malédiction qui vient de l'oppression des femmes, même avant la société américaine. Et malgré sa fureur, elle ne s'en prend pas à son mari. Ce n'est pas la vengeance d'une femme contre les méchants hommes, c'est le cri de souffrance d'une femme face à son impuissance devant une société qui l'opprime, et dont le seul acte libérateur est de se donner la mort. Les esclaves qui ont fondé ce pays ne peuvent pas reposer en paix à cause d'un réalisateur et d'acteurs qui se moquent de leur histoire et veulent simplement en faire un spectacle. Moore délivre également un message un petit peu ambigu sur le bien et le mal sans donner de réponse définitive sur la résolution. Cependant, le message semble indiquer que le bien et le mal sont nécessaires l'un à l'autre, et d'ailleurs ils s'unissent. On a donc un Swamp Thing à une échelle occulte tout à fait différente, et qui interroge également la société. Ce titre est représentatif d'une nouvelle ère, où la censure dans les comics est moindre. Le Swamp Thing d'Alan Moore est d'ailleurs le premier titre à ne plus se plier à la censure institutionnalisée par le CCA, Comics Code Authority. Ainsi, il peut aborder des problèmes qui étaient impossibles à traiter auparavant. La seconde période charnière dont je vais parler est celle du reboot de New 52 en 2011, principalement écrit par Scott Snyder et dessiné par Yannick Paquette. Swamp Thing a disparu et Alec Holland est revenu sur Terre en tant qu'être humain. Mais des événements suggèrent que le Swamp Thing est nécessaire. Aussi, l'ancien avatar du Green, Swamp Thing, vient voir Alec Holland. Le Green parle d'une grande menace à venir, Seth. Il s'agit d'un agent du Rot. Nous avons donc le Green, le Red et le Rot. Le Rot, ou pourrissure, se compose de tout ce qui a trait à la décomposition et à la mort. Alec est attaqué par ses agents après avoir refusé plusieurs fois de redevenir un avatar du Green. Il est secouru par Abby, mais elle l'agresse afin qu'il utilise ses pouvoirs. Elle lui explique que sa famille est liée au Rot comme lui au Green. Quand elle était avec Swamp Thing, le Rot disparaissait, mais maintenant son influence est de plus en plus grande sur elle. La menace est son propre demi-frère, William Arcan. Le Parliament of Trees montre à Alec que le Green, le Red et le Rot se sont toujours combattus pour maintenir un équilibre. Mais la véritable menace est le lien entre Abby et Alec. Dans cette nouvelle version, un lien existait entre eux depuis toujours. D'ailleurs, ils étaient tous deux destinés à devenir des avatars exceptionnels du Rot et du Green. En cédant à ses émotions et en embrassant Abby, Alec déclenche plus ou moins la fin du monde. Abby va devenir la Black Queen et Alec demande à redevenir Swamp Thing. Mais le Parliament et lui-même sont morts. Mourant, il utilise sa formule biorégénérative pour devenir le Swamp Thing et aller affronter Black Queen. Pendant l'affrontement, Abby reprend le contrôle et le conflit cesse. Mais évidemment, Anton refuse de rester mort. Vient ensuite un crossover avec Animal Man, avatar du Red. Avec Buddy Baker, Alec va dans le Rot, mais il se retrouve dans un futur où le Rot domine. Finalement, Alec doit tuer Abby pour qu'elle devienne un avatar du Rot à la place de Arcan Anton, et elle envoie alors ce dernier au Parliament of Decay pour le punir. En acceptant de devenir avatar du Rot, Abby ne peut plus rester aux côtés d'Alec. Ils sont à jamais condamnés à rester séparés. Une grosse différence de cette version est qu'Anton était lié au Rot depuis longtemps et a utilisé le corps de Linda Holland, qu'il avait tué, pour tuer Alec, sachant qu'il était un avatar futur. Ainsi, le Parliament of Trees, ne pouvant pas utiliser Alec, a essayé de créer un avatar de remplacement, donnant naissance au Swamp Thing d'Alan Moore. Cette version est également très bonne et peut-être plus accessible à un public qui aurait du mal avec des comics plus anciens. Il s'appuie sur le concept du Green et du Red pour créer le concept du Rot. Plus tard apparaît également un nouveau concept qui est en train de se former, lié aux machines et à la technologie moderne. Un problème est peut-être que le lien des personnages est maintenant beaucoup plus serré et surtout vient du destin. Ça peut déranger de se dire que la relation Abby-Alec ne pouvait qu'exister parce que le destin en avait voulu ainsi. Il n'y a plus vraiment d'accomplissement dans leur relation puisque c'était inéluctable. Elle devient d'ailleurs une relation maudite, ils s'aiment, mais ne peuvent pas être ensemble du fait de leur nature. Un point intéressant est que Alec refuse longuement de devenir le Swamp Thing et il lui faudra le début de l'apocalypse pour l'accepter. Finalement, parlons de la dernière série Swamp Thing de Len Wein, publiée en 2016. Il s'agit d'une série limitée de 6 numéros qui reprend et se concentre sur le thème éternel de Swamp Thing, son désir de redevenir humain. Les 2 premiers numéros s'intéressent à une bonne vieille histoire d'horreur qu'on pourrait croire sortie des origines de la créature. Il affronte un zombie, une créature incomprise qui ne souhaitait pas revenir dans ce monde. Les origines même du zombie le font réfléchir sur sa volonté de redevenir humain. Mais ce point est pleinement exploité quand revient Matt Cable. Il dit avoir passé ces dernières années à chercher un moyen de ramener Swamp Thing à l'état d'être humain. Et l'a trouvé. Alec saute sur l'occasion sans même réfléchir aux conséquences. Il devra évidemment faire face à ces conséquences. Cette série revient aux origines de Swamp Thing et réussit très bien. Le zombie suit même un schéma identique aux créatures affrontées par Swamp Thing à ses tout débuts. Il me fait même énormément penser au loup-garou car ses parents sont responsables de son état et il fait écho au questionnement de Swamp Thing qui veut redevenir humain à tout prix et qui voit certains des prix qu'il pourrait payer.
De plus, il fait intervenir une grande variété de figures du monde occulte de DC, plus ou moins utilisées. Zatanna évidemment, mais aussi Phantom Stranger, Shade, un peu de Faust ou encore Enchantress évoqué rapidement. On évoque également Nanda Parbat. Deux reproches que je pourrais faire est que la volonté de créer un suspense avec Matt Cable vend la mèche assez rapidement sur ce qui va se passer, surtout pour ceux qui connaissent Swamp Thing. Et aussi la main de Fatima qui n'est censée marcher qu'une fois, mais qui apparemment marche une fois, mais en aller-retour. Sinon, je ne vais pas trop en dire pour ceux qui voudraient la lire, c'est une bonne série. Elle contient peut-être quelques éléments inconnus ou non familiers, mais avec ce que je vous ai dit, rien ne devrait vous être inconnu. De plus, la série est courte, 6 numéros, et a un propos bien défini. Donc je ne peux que vous la conseiller. En conclusion, Swamp Thing est un monument du comics et de DC Comics. J'espère à travers cette petite vidéo vous avoir éclairé sur le personnage et surtout avoir donné envie à ceux qui ne le connaissaient pas ou très peu d'aller en découvrir plus. Vous pouvez évidemment lire les comics dont je vous ai parlé et aller chercher sur internet, vous trouverez des listes à profusion des meilleurs runs à lire sur Swamp Thing. Vous pouvez également étendre vos lectures pour en apprendre plus sur le monde occulte de DC Universe en lisant The Hellblazer, que je vous conseille fortement, avec le personnage de John Constantine, ou encore d'autres personnages occultes présentés dans les pages de Swamp Thing. En ce qui concerne Len Wein, je vous conseille aussi d'aller lire ce qu'il a fait avec X-Men, notamment il est le père de Wolverine, ce qui n'est pas rien. Sur ce, je vous dis au revoir.